Bonjour et bienvenue sur la chaîne AMCF. Aujourd'hui, nous allons parler de technique et plus particulièrement de technologie. Nous allons aborder ensemble la définition et voir dans quelles conditions utiliser les microcontrôleurs pour notre loisir préféré qui est le modélisme ferroviaire. À bientôt! Très bien, donc aujourd'hui nous allons parler des microcontrôleurs. On va rapidement voir leur architecture et puis ce que ça peut apporter dans notre vie de tous les jours, et puis rapidement comment les programmer et comment les utiliser. Alors, un microcontrôleur, basiquement, c'est jamais qu'un microprocesseur tel que vous le connaissez dans vos smartphones ou dans vos PC de bureau, mais avec une puissance de calcul beaucoup plus limitée, beaucoup moins de caractéristiques, de fonctionnalités, mais par contre qui dispose de périphériques d'entrée-sortie de façon à pouvoir l'utiliser avec des capteurs actionneurs, comme on le verra, dans des systèmes dits embarqués, et surtout avec une faible consommation et de la mémoire suffisante pour embarquer ces applications. Donc tout ça, ça va tenir sur une seule puce, ce qui fait que ça va être très pratique effectivement à déployer, ça va coûter assez peu cher, et on va avoir une grande disponibilité de ce genre de microcontrôleurs en fonction des applications pour lesquelles ils sont destinés. Donc la structure interne, je vais pas la décrire, pas vous faire peur. Là, le but de cette planche pour moi, c'est de vous montrer que si on regarde le brochage, en fait, les différentes broches qui sont situées ici en périphérie de ce microcontrôleur, cela correspond donc à l'alimentation du circuit, mais également donc de ces entrées-sorties qui permettent donc de traiter des valeurs sur des entrées afin de produire sur des sorties des résultats. On va détailler un petit peu tout ça. C'est constitué donc d'une mémoire. La mémoire, en fait, il y a plusieurs types qui sont assez classiques. Il y a ce qu'on appelle la mémoire morte, donc en anglais read-only memory. De plus en plus la mémoire flash, puisqu'on va programmer cette mémoire plusieurs fois après des mises au point. Donc elle n'est pas si morte que ça, mais disons qu'elle va rester en état lorsque l'alimentation va être coupée. C'est ça qui nous intéresse, hein, pas avoir à recharger à chaque fois systématiquement le contenu dans le microcontrôleur. Ensuite la mémoire vive, donc random access memory, donc mémoire à accès aléatoire. En fait, le nom est pas très bien trouvé en anglais. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de stocker des données temporaires qui sont résultats principalement de calcul et qui n'ont pas vocation à rester en permanence stockées dans le microcontrôleur. Ensuite, on a des mémoires programmables, alors avec des nombres de cycles d'écriture qui sont beaucoup plus réduits, donc c'est d'utilisation un petit peu spécifique, mais qui n'ont pas besoin de requérir en fait une programmation complète à reflasher l'application complète. Donc ça permet de stocker des configurations ou des résultats, des variables que l'on veut sauvegarder une fois que le microcontrôleur et donc le système qui le contient est éteint. D'un point de vue entrée-sortie, donc on va retrouver des entrées-sorties numériques, valeur 0,1 comme vous le savez. Donc en informatique, on utilise des valeurs booléennes, donc c'est vrai ou c'est faux, et ça permet donc de lire par exemple l'état d'un interrupteur, d'un contacteur, d'un bouton poussoir, etc. Il y a tout un tas de possibilités, et ça peut contrôler donc en sortie des LED, donc des petites lampes qui sont basées sur du silicium que vous connaissez bien, qu'on retrouve un petit peu partout, ou des actionneurs. Donc ça c'est un peu plus typique au système embarqué, donc des relais, enfin façon de commuter un certain nombre de choses, des moteurs, tout un tas d'applications possibles. Donc des entrées analogiques, on va pouvoir récupérer des valeurs par exemple de température, avec le petit détecteur infrarouge que l'on voit ici sur nos applications ferroviaires au club. On a la possibilité de valider la présence d'un convoi, d'une locomotive à un endroit donné. Donc typiquement c'était utilisé au départ pour des robots pour valider des obstacles. Et ça va être converti donc en numérique pour que le microcontrôleur puisse traiter les informations. Et enfin, il y a des sorties analogiques un petit peu particulières qu'on appelle PWM, donc c'est la modulation d'impulsion, donc qui permet de faire une sorte de gradation de l'intensité donc sur une lampe témoin, une LED, ou aussi de faire varier la vitesse d'un moteur.
Différents types de convertisseurs, donc soit dans le sens analogique numérique, donc ça permet de récupérer des informations analogiques, des valeurs de tension typiquement, qui seraient issues d'un capteur ou d'un potentiomètre, afin que le microprocesseur ou le microcontrôleur ici soit capable de calculer, de faire des calculs sur ces valeurs. L'inverse, donc ça peut être intéressant dans différents types d'applications, par exemple en audio, on a la possibilité donc de transformer avec un convertisseur iDoine, de générer des sons de synthèse, ou bien de piloter une fois de plus des moteurs. Au niveau communication, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, il y a des choses assez classiques que vous connaissez déjà, tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, la plupart des microcontrôleurs disposent de ce genre d'interface, de plus en plus intégrées en fait. Mais basiquement en informatique, on a des choses un peu plus classiques et un peu plus, je dirais, bas niveau, qui sont des bus de communication série. Le plus connu étant l'USB, qui a été introduit donc par Microsoft dans les années 80 sur ces micro-ordinateurs et qui est maintenant un standard de l'industrie. Vous le retrouvez sur vos smartphones, par exemple pour recharger vos smartphones, mais ça peut aussi être une clé USB pour transférer des données. Il y a tout un tas d'applications. Donc le port USB contient une alimentation et un transfert communication de type série qui est basé sur un circuit qu'on appelle un UART. Voilà, tout simplement. Bon, l'I2C et l'SPI, on en reparlera dans d'autres vidéos. Ce sont des bus plus industriels qui permettent de communiquer avec d'autres calculateurs, avec d'autres équipements et qu'on utilise également dans nos applications. Et enfin, la possibilité d'utiliser donc des temporisations, des timers en anglais qui permettent de gérer l'aspect temporel. C'est important pour la plupart des applications de pouvoir dater des choses et puis déclencher périodiquement des exécutions. Alors comment ça fonctionne un microcontrôleur? C'est relativement simple, il y a trois grandes étapes en fait. Il y a la première étape dite d'initialisation, où en fait ce processeur va initialiser par exemple les entrées-sorties, aller chercher donc les valeurs contenues dans les bibliothèques. Donc c'est ce qu'on appelle le bootloader en bon français, qui permet donc de préparer l'exécution. Une fois que tout ceci est exécuté, il y a le programme proprement dit. Donc là, la CPU va exécuter tout ce qu'on lui demande de faire, va manipuler des données, va lire les entrées, produire des choses sur les sorties. Donc ça, c'est une boucle en fait qui va être exécutée par ce microcontrôleur avec un certain nombre de routines. C'est beaucoup plus simple que dans un programme informatique où là, on peut faire du multitâche, des opérations en parallèle. Là, généralement, on a plutôt une opération à la fois sur ce type de microcontrôleur, bien que certains soient capables d'en faire plusieurs à la fois. Dans les Arduino, par exemple, c'est une seule typiquement à la fois. La gestion des interruptions, c'est un petit peu technique, mais par exemple, quand vous manipulez la souris sur votre ordinateur, vous appuyez sur une touche de votre clavier, ça génère une interruption. De façon à ce que le programme dise ah tiens il y a une valeur d'entrée qui va m'être fournie, je vais voir comment je vais la traiter. Bon voilà, basiquement ce qu'on appelle une interruption, c'est fait par matériel, mais ensuite le traitement est fait lui par logiciel. Un certain nombre d'applications, donc les systèmes embarqués, dans notre monde de modélisme ferroviaire, c'est ce qui nous intéresse principalement. On les retrouve aussi pas mal dans la domotique, dans les véhicules automobiles. Il y a à peu près une petite cinquantaine de microcontrôleurs dans la plupart des véhicules. Certains en comportent beaucoup plus, avec des fonctions spécialisées sur le freinage par exemple, sur le multimédia, sur l'éclairage, etc., etc. Tout ce qui est objet connecté, de plus en plus on parle de l'internet des objets, IoT en anglais. Vous avez tout un tas d'exemples de choses qui sont disponibles de plus en plus. Par exemple des systèmes de type tag qu'on va mettre dans les valises afin de pouvoir identifier l'endroit où se situe un bagage qui serait éventuellement perdu. Donc dedans il y a une pile avec un microcontrôleur, un peu de périphérique pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur et localiser la valise qui serait potentiellement perdue. Voilà un exemple d'application. Et enfin, dans bon nombre de systèmes industriels, bon ça c'est un petit peu caché du grand public, mais les microcontrôleurs sont vraiment situés partout. Ici, on retrouve donc les principales familles de microcontrôleurs qui sont mises à disposition des personnes qui veulent
faire eux-mêmes leur propre programme et leur propre matériel. Donc ce sont des microcontrôleurs à faible coût, à faible consommation, et avec des performances suffisantes pour effectuer des tâches classiques de système embarqué et avec des outils de mise au point, etc. Donc la T-Mega 328, le fabricant silicium, c'est Atmel qui est un grand, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler d'Intel, de Freescale, etc. Il y a énormément de fabricants de puces. Mais celui-ci, on le retrouve dans les cartes Arduino, donc il est assez connu. Et ensuite, pour tout ce qui est système communicant, hein, l'Internet des objets dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, on va retrouver le SP32 ou le STM32, qui sont un peu plus puissants, puisque ça embarque du Wi-Fi, du Bluetooth et généralement aussi des lecteurs de cartes SD, des choses comme ça. Donc là, c'est plus des microcontrôleurs, c'est vraiment des micro-ordinateurs à part entière. Ils intègrent énormément de choses. Et à contrario, la famille des PIC, qui sont eux des petits circuits programmables microcontrôleurs très faible coût, très faible consommation, donc on n'a pas besoin de système d'alimentation très compliqué. Une simple pile peut suffire à les alimenter, par exemple. Donc c'est voilà les familles principales que vous pouvez rencontrer. Un petit exemple sur l'Arduino Uno, donc pour lequel on reparlera de cette famille. Donc l'Uno est le premier historiquement à sortir. Il y a le Nano, donc qui est, comme son l'indique, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact et un petit peu moins cher, mais qui est un peu plus pour les applications déployées. Là, pour faire du prototypage, l'Uno est très célèbre et très pratique, puisque vous voyez, il y a des systèmes de connexion rapides qui permettent de faire un petit peu ce que l'on veut. Il y a aussi, un peu en haut de la gamme, un autre produit qui s'appelle le Mega, avec un processeur plus puissant ce coup-ci, mais surtout beaucoup plus d'entrée-sortie, beaucoup plus de mémoire, et un petit peu plus cher évidemment, et qu'on utilise au club pour notre TCO en particulier. Alors comment ça fonctionne? On a un port USB, donc qui permet à la fois d'alimenter le système et de communiquer, c'est-à-dire de le programmer, et puis de voir les résultats de l'exécution sur ce mini calculateur. Il y a un bouton de remise à zéro, bon, ça c'est assez classique. Un certain nombre d'alimentations qui sont présentes lorsqu'on veut adjoindre un petit peu de circuits périphériques autour, des témoins, donc des LED, des interrupteurs bien sûr, des boutons poussoirs, des beepers, pourquoi pas, des buzzers, enfin énormément de choses. Le courant proposé n'est pas forcément très élevé, mais souvent suffisant pour câbler quelques composants pour faire des essais. Ensuite, on peut substituer une alimentation extérieure plus puissante, évidemment. Donc il y a un témoin de mise sous tension, ça c'est toujours un peu rassurant de voir que ça fonctionne, qu'il y a de la vie. Des entrées-sorties numériques que l'on a évoquées, donc des valeurs 0, 1, donc booléennes, vraies ou fausses. Des entrées analogiques donc pour mesurer des tensions typiquement, donc des valeurs de potentiomètre ou des résultats de mesure. Un port série. Sur le Nano, le Uno, il y a un port série. Sur le Mega, il y en a 3, donc des ports physiques qui permettent d'échanger avec d'autres calculateurs des informations. Donc c'est complémentaire du port USB que l'on a ici, et ça permet donc de récupérer des résultats par ce moyen-là. Témoin de communication du port série, un petit peu la même idée, c'est rassurant de voir qu'il y a de la vie ici. Et là, c'est une petite commodité, c'est-à-dire que vous avez une LED en composant monté en surface ici, donc c'est vraiment tout petit mais assez lumineux, qui est relié à la broche numéro 13 physique qui existe ici, donc c'est câblé en parallèle, et ça permet rapidement, en l'allumant ou en l'éteignant, de vérifier que le programme fonctionne correctement. Donc c'est surtout pour des facilités de mise au point que c'est proposé. Le code, comment on va programmer le code qui est situé sur les microprocesseurs en général et donc sur les microcontrôleurs. Donc historiquement parlant, on avait tout au départ du langage machine qui était utilisé, donc qui était codé en hexadécimal. Donc effectivement c'était assez fastidieux, mais les tailles des programmes étaient assez limitées à l'époque. C'était donc
un moyen qui était perçu comme étant raisonnable. Rapidement, des outils d'assemblage sous forme symbolique, donc avec un langage symbolique pour manipuler ces instructions, et qui après assemblage, donc une sorte de compilation si vous voulez, générer le langage exa, permettait d'avoir une approche un petit peu plus confortable de la programmation, et pouvoir éventuellement porter aussi d'un type de processeur à un autre les programmes. Bon, c'était pas aussi simple que ça, mais c'était le début. Ensuite sont apparus un certain nombre de langages informatiques, Fortran, Pascal, COBOL, tout ça c'était au niveau de la grosse informatique. Pour l'embarquer des microcontrôleurs, on a démarré assez rapidement avec du langage C. Ensuite sont apparues les approches dites objets. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, ça apporte une souplesse de programmation supplémentaire. Donc le C++ et le Java dont vous avez entendu parler, énormément utilisé en informatique. Ça, c'était dans les années 80 à 90. Hein. Au milieu des années 90 est apparu un langage, l'Unified Modeling Language, donc qui est un langage de modélisation graphique, donc qui permet à la fois de décrire les applications que nous allons concevoir et à partir de la plupart des outils générer du code C, C++, Java, etc. de façon à chaque fois à proposer une approche de plus en plus haut niveau pour éviter de rentrer dans le langage assembleur ou le langage exact, qui serait encore pire. Bon, certaines applications où on le fait pour des problèmes de vitesse et de performance, mais de moins en moins, les outils sont quand même devenus assez robustes et performants. Et enfin, depuis quelques années, donc on voit apparaître l'intelligence artificielle ou l'interactivité artificielle, comme on pourrait l'appeler, donc qui permet de générer du code Arduino si on lui demande. Donc ça évite encore d'avoir à concevoir et de saisir ce code. Il suffit de lui demander ce que l'on veut faire et on peut valider ensuite le côté applicatif. Vous voyez donc les différentes étapes. L'environnement développé proposé par le consortium Arduino, qui est de type open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vocation à toucher des droits sur le matériel ou sur le logiciel qui est développé. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc l'outil est gratuit, on peut l'utiliser. Il existe en version française, il permet d'éditer, de mettre au point, etc. Donc c'est complètement intégré pour les utilisateurs. Comment est structuré un programme ? Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et comment le microcontrôleur exécute les choses, on retrouve les mêmes étapes. Donc, une petite coquille ici, c'est pas une entrée déclamative, mais une entrée déclarative. Faudrait que je corrige ça. Avec des fichiers d'inclusion, les variables locales, et deux fonctions principales que l'on retrouve systématiquement dans l'environnement Arduino ici. Fonction setup, donc d'initialisation, déclaration. Par exemple les broches qui vont être utilisées, si elles sont utilisées en entrée ou en sortie, et une fonction de bouclage qui s'appelle loop, où on va exécuter donc en infini le programme, on va traiter les choses. Le monde Arduino est un monde très très ouvert et avec énormément de participants. Il y a de très nombreuses bibliothèques, notamment les fabricants de silicium, fabricants de puces, de périphériques, proposent leur propre bibliothèque de façon à vous faciliter la vie. Vous n'êtes pas obligé de coder en langage assembleur ou de télécharger des choses. C'est complètement intégré dans l'environnement. Ça, c'est aussi une force de cet outil. Avec énormément d'exemples à chaque fois qui sont proposés de façon à pas avoir réinventé à chaque fois la roue. Donc pareil, au niveau commodité, énormément de tutoriels, des forums, des blogs. Il y a énormément de choses disponibles sur Internet pour pouvoir créer soi-même ses propres programmes et ne pas recréer depuis zéro. Voilà, donc c'est tout pour cette première présentation technologique. Je vous dis à très bientôt.